Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Guillaume Darme, président de Montpensier Finance et vice-président de l'Association française de gestion financière. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui avait publié ce hors-série Charlie Hebdo avant l'été, retraite, le casse du siècle. Je vous le montre. Il doit toujours être disponible, ou moins en ligne, j'imagine. Évidemment. Bon. Et Stéphane Vanuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr. Ce qui me frappe avec les discussions qu'on a eues depuis le début de l'émission, c'est l'ambiance lutte des classes sur mon compte Twitter. C'est incroyable. Il y a une ambiance de... Que fait le modérateur? Mais non, mais vous commencez à avoir des messages où tout le monde se tutoie, alors je me fais insulter. Enfin, le modérateur est un suppôt du capital. On dit que vous n'avez pas le monopole de l'humanisme, Gilles Raveau, que vous êtes un gauchiste. Bon, voilà. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, aura noté, je dis ça très sérieusement, le grand humanisme de Nicolas Dose. L'humanisme. Ouais. L'indexation. Alors, indexation partielle est quelque chose que j'ai de plus en plus entendu, parce que le SMIC est indexé, même avec d'ailleurs une hausse qui dépasse le niveau de l'inflation, puisque l'indexation repose sur une formule de calcul particulière. On a un effet d'entraînement à 1,1, 1,2, 1,3, ça va s'estomper assez vite. C'est ça le problème, c'est que déjà, il y a une part des salariés qui sont indexés parce qu'ils sont autour du SMIC. Ouais. Comment on va faire ruisseler ça à tous les niveaux des salaires? Moi, j'aurais un réflexe d'entrepreneur, peut-être moins d'économiste, mais parce que je suis peut-être moins pointu sur ce sujet. Je crois que c'est Laurent qui disait ça hier, Vronsky, grand camarade industriel, qui a dit un truc très juste. Moi, je vis aujourd'hui dans un environnement, je le redis à chaque fois, c'est important. J'ai plutôt des salariés Bac+5 dans le digital, dans la finance, c'est important. C'est une population qui est beaucoup plus ouverte. Il y a moins de lutte des classes dans mon métier, donc je suis peut-être moins à même que Laurent d'expliquer ce qui se passe dans l'industrie lourde, où là c'est un tout petit peu plus compliqué d'expliquer ce genre de choses et où les salaires sont évidemment plus bas. En revanche, son raisonnement est très juste. En 2022, fin 2022, par rapport à ce début de hausse d'inflation, moi je fais partie d'un nombre d'entreprises qui ont fait des primes inflation pour les salariés inférieurs à tel montant de salaire. Donc mes plus petits salariés à moi, y compris les assistantes middle, etc., ont touché une prime exceptionnelle qui a été calculée sur un équilibrage avec l'inflation déjà subie en 2022. Voilà. Et en 2023, le message a été passé que lors de nos prochains EAE, entretien annuel d'évaluation, et donc où se préparent les négociations, il y aura évidemment à ce moment-là des demandes ou des réclamations de nos salariés de hausse de salaire très claires par rapport à leur perte de pouvoir d'achat. Et comme ils auront fait des efforts, comme les entreprises ou pas auront fonctionné, ce seront aux chefs d'entreprise de décider ou pas s'il faut y avoir des hausses de salaire. Et je prends le pari, comme Laurent, qu'il y aura des hausses de salaire qui dépasseront parfois l'inflation dans le secteur, en tout cas dans les secteurs qui profitent aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des secteurs qui profitent de l'inflation, le pétrolier, etc., etc. Donc, quelque part, je suis évidemment, vous me connaissez, et s'il est le monopole de l'humanisme, je vais avoir le monopole de l'ultralibéralisme. Il faut laisser aussi à un moment donné aux chefs d'entreprise leurs responsabilités de temps en temps, et évidemment d'indexer de façon, encore une fois, parisienne aurait des conséquences dramatiques, parce que c'est la première fois qu'un chef d'entreprise va se retrouver à nouveau sclérosé, parce qu'il devra calculer non pas le salaire par rapport à la valeur de son employé, mais par rapport à la valeur que lui coûterait l'indexation s'il souhaitait, à un moment donné, ne pas vivre dans un monde inflationniste. Et il n'y est pour rien, parfois, le chef d'entreprise. Dans l'immédiat, il n'est absolument pas question, donc, de revenir à cette indexation. Non, mais ça m'intéresse d'avoir des avis de gens qui connaissent le sujet, sur le terrain académique ou sur le terrain direct, d'ailleurs. Regardez les effets pervers du SMIC par moment, sur certains secteurs d'activité. C'est bien pour ça qu'on a baissé les cotisations sur le SMIC jusqu'à arriver à zéro quasiment. Et je dis pas de bêtises, c'est bien d'avoir un salaire minimum. Le problème, c'est que ça crée au-dessus une partie de salaire qui n'est pas le salaire minimum et qui n'est pas encore un salaire suffisamment absorbable pour qu'il y ait un creux de gens qui sont pas satisfaits. Donc il faut bien surveiller ce genre de décision comme ça à la louche, très franco-française, et ne pas en rajouter des... Alors, Guillaume, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non. Je trouve que... On commence à toucher le fond, là. Le crédit immobilier perd 45% en un an. La production de crédit. C'est vous, Guillaume, qui vous êtes mouillé d'ailleurs en disant que les taux directeurs, il y a un moment, il fallait que ça s'arrête, les hausses. Et on n'est pas loin du chiffre de 4% que vous aviez cité comme cible. Et là, on les voit, les effets de la production de crédit qui recule, qui s'écroule littéralement sur un an. Transactions immobilières, c'est du délire. La baisse des prix, elle commence à s'installer fortement dans certaines villes. La construction est complètement déprimée. Le nombre d'emplois menacés est colossal. Les agents immobiliers vont être devant les tribunaux de commerce à l'appel. Il faut que ça cesse, là.
Il faut que ça cesse, c'est pas moi qui vais décider. Non. Donc il y a 2 réunions de banquiers centraux très importantes ce mois-ci, la Fed et le 14 septembre la BCE. On a évoqué ce sujet effectivement jusqu'où peuvent aller les taux sans qu'il y ait un énorme problème. Il y en a déjà un gros avec celui de l'immobilier. Aux États-Unis, il y a de la recherche académique, ça intéressera Gilles, de la Federal Reserve of New York, vous savez, il y a le taux R-star, qui est le taux auquel qui doit être positionné pour lutter contre l'inflation, et il y a le taux R-double star, qui est le niveau de taux à partir duquel le système financier rentre en turbulence. D'ailleurs, on l'a un peu vu en mars, au moment de SVP, parce qu'il y avait à ce moment-là l'anticipation des taux américains, c'est qu'on allait arriver à 6. Depuis, on est un peu revenu en arrière, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin des 6. Donc, l'inflation se calme aux États-Unis. Oui, mais peu importe, elle ne se calme pas encore assez à 2%. On ne va pas rentrer dans tout le débat monétaire. Il ne faut pas aller au-dessus de 6. À 6, on l'a eu. 6, c'est la crise de 29. 6, c'est les années 70. C'est le Japon en 90. C'est le taux, quand on remonte, qui bloque. Alors, en Europe, le niveau de taux est un peu plus bas. Il n'y a pas de littérature académique ou d'études empiriques qui permettent de le déterminer. Et donc, le 4%, c'est une intuition de dire... Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit à quel point les différents membres de la BCE sont prudents dans leur... Ceux qui voudraient les monter disent il faut les monter mais osent pas dire de combien, et ceux qui et beaucoup disent non, c'est fini, parce qu'on le sent, parce que le 4 il faut quand même qu'il y ait une marge pour les banques, donc le 4 ça voudra dire sûrement au-dessus du 5 sur du crédit immobilier. Vous vous souvenez de tous ceux qui vous disaient les taux ne monteront jamais, hein. Ici aussi là il y en a quelques-uns qui ont dit les taux ne monteront pas, les États sont trop endettés, donc les taux, ils sont à 0 à l'éternité. Bon, l'argent est gratuit. L'argent est gratuit, et donc là, le taux des obligations françaises, il est à 3,10. L'heure où on parle, peut-être 3,08. Vous avez les chiffres devant vous. Et on commence à rentrer dans des taux qui sont élevés, et sur l'immobilier. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que de l'immobilier ? C'est une obligation à très longue durée, avec un peu d'indexation inflationniste, mais pas toujours, hein, parce que sinon on fait vite des blocages des prix, on a eu la loi de 48, etc. Donc le raisonnement, il est très subtil, hein. Et une obligation, eh bien, sa valeur, elle monte quand les taux baissent, et elle baisse quand les taux montent. Donc, ou pas. Ah si, parce que il y a, vous les voyez, ces tentatives de blocage des loyers, elles existent partout. Donc après il y a plein, là où Stéphane a raison, c'est qu'il y a plein de marchés immobiliers, et si on est conseillé par Stéphane, on n'a aucun problème. Mais disons que globalement, il doit en avoir des coups de fil de clients sur l'immobilier. Mais globalement, la valeur de l'immobilier, sauf à ce qu'il y ait un déficit d'offres en France qui peut être possible, fait baisser tout, et ça bloque le système. Pour l'instant, on est dans la phase qui va devenir dure. Clairement, moi ce qui m'inquiète, c'est que dans toutes les graves crises, généralement, il y a une composante immobilière la plupart du temps. Et on se demande si cette composante immobilière, elle n'est pas en train d'arriver, pas en train de se généraliser. On en parlera pour la Chine. Oui. Vous avez des appels de clients inquiets sur l'immobilier ? J'ai pas d'appel de clients inquiets sur l'immobilier. C'est que c'est pour la clientèle aujourd'hui de la gestion de patrimoine, mais pour les promoteurs immobiliers, y compris pour les agents immobiliers en résidence principale. Ça fait longtemps, hein, Nicolas, je tire la sonnette d'alarme ici parce que c'est un peu mon métier. C'est une catastrophe parce qu'on parle des taux et on continue à penser, je ne suis pas un économiste, mais j'ai un peu d'expérience depuis 23 ans, qu'il suffira de monter les taux pour que les prix immobiliers se sclérosent. Bon, moi je mets un coupé que ça ne marchera pas parce qu'on oublie juste Madame Chombier qui n'a pas du tout ce réflexe-là au bout de la chaîne. Et si je vous montre sur les 40 ans ce qui s'est passé entre les années 70 et aujourd'hui les politiques de taux, il y a eu évidemment un environnement exceptionnel entre 2010 et 2020, qui n'est pas dû que au taux, qui est dû à énormément de choses. Et donc, en revanche, entre 1970 et 2000-2005, les taux, ils étaient élevés et les prix immobiliers déjà montaient. Hein. Donc, il faut. Sauf dans les années 90, quand on a bien monté. Mais c'est parce qu'il y avait eu aussi. Mais il y avait eu une vraie parenthèse sur le professionnel. Il y a eu la même crise. Mais c'est là où vous voyez, Stéphane, alors je ne sais pas si Gilles aussi est né, mais c'est là où je commence à être attentif aux analyses de ceux qui me disent que l'arme des taux d'intérêt n'est pas forcément la bonne arme aujourd'hui pour lutter contre l'inflation. Mais il était. Oui, mais bon. Mais il n'y a aucun. C'est une des armes principales. Oui, c'est une des armes principales. Mécanique. Bon. Mais ça devient non, mais alors là, pour le coup, c'est drôle
que vous disiez ça, parce que Gilles Raveau. justement, moi là, alors d'abord, je vais juste faire le lien avec ce qui a été dit il y a très longtemps, c'est-à-dire avant la coupure publicitaire. Je vais rappeler que là, c'est drôle, parce que quand il s'agit de fixer les salaires, tout de suite, on sent que, ouh là là, décision parisienne, vous avez dit. Par contre, le fait que le taux d'intérêt soit fixé par une institution publique, en plus totalement irresponsable, sur le plan juridique, la Banque Centrale Européenne. Irresponsable au sens juridique. Irresponsable, j'ai bien dit sur le plan. J'ai bien dit sur le plan juridique. Irresponsable sur le plan juridique, comment ça? Parce qu'elle n'est pas démocratiquement élue, c'est ce que vous voulez dire? Mais évidemment qu'elle n'est pas élue, mais pourquoi c'est irresponsable? Parce que les décisions de la Banque Centrale Européenne, par exemple, ne sont en aucunement, il n'y a aucune association, par exemple, du Parlement européen aux décisions de la Banque Centrale Européenne. Mais vous savez très bien que Pardon, alors là c'est trop important, puisque c'est le débat. Si vous laissez l'impression des billets de banque aux démocraties, aux politiques, par définition, ils font tourner la planche à billets. Mais là, il y a deux sujets, s'il vous plaît. On peut pas la création monétaire ne peut pas être laissée aux États, aux États élus, parce que il y a trop de pression et que c'est le moyen le plus simple de créer de l'argent, c'est de l'imprimer. Et qu'après on a de l'inflation. Donc on le sait bien, c'est un débat d'il y a 30 ans. Non mais alors oui, qui nous a beaucoup occupé effectivement dans notre jeunesse. L'arme des taux est-elle adaptée à la situation que l'on connaît aujourd'hui? C'est ça la question qu'on se pose là. Non mais quand même, je refais mon point, je le reprends autrement, c'est de dire que le taux d'intérêt, c'est sans doute le prix, là je pense qu'on sera d'accord, le plus important de notre économie. Et c'est quand même pas du tout innocent que ce prix, justement, soit fixé par une autorité administrative. Je veux simplement dire, les salaires, c'est un prix, le taux d'intérêt, c'est un prix. Je voudrais juste faire ce petit moment théorique de dire pourquoi est-ce que ça nous paraît évident que certains prix soient laissés aux décisions individuelles et que d'autres ne le soient pas. Il me semble que c'est une question fondamentale. Mais c'est le prix de l'argent et la monnaie, c'est souvent... Oui, mais je rappelle que, par exemple, le taux, le prêt à intérêt, par exemple, est interdit par les religions parce que le temps est créé par Dieu et que personne ne peut vendre le temps. Donc la question de l'intérêt, du taux d'intérêt, c'est pas du tout une petite question et c'est pas parce que c'est la réalité depuis 30 ans pour des très bonnes raisons que vous avez mentionnées qu'on doit oublier le fait que... Mais ils sont désignés quand même par les représentants démocratiques qui essayent de prendre des gens sérieux. Oui, bon. Ça, c'est on ne met pas n'importe qui à la tête des banques centrales et des banques centrales. C'est pas tiré au sort. Non. J'ai pas du tout. Nous sommes d'accord, j'ai pas du tout dit le contraire. Deuxième point, il est bien évident. Là, je pense que je ne comprends pas la hausse des taux d'intérêt depuis le début, puisque je ne comprends pas en quoi la hausse des taux d'intérêt va faire qu'il y a plus de céréales qui vont être produites en Ukraine ou qui vont arriver chez nous. Je vois pas en quoi la hausse des taux d'intérêt. Le prix du blé ne fait que baisser depuis le début de l'année. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les causes de l'inflation ne sont... paix à Milton Friedman qui nous a quittés si jeunes. Exclusivement monétaires. Elles ne sont mais absolument pas monétaires aujourd'hui. À l'inverse, il y a eu une inflation de dingue. Il n'y a pas du tout. Mais là, qui faisait plaisir à beaucoup de gens. Des marchés et de l'IMO. Bon. Donc c'est juste le hasard. Non, mais ça, c'est un petit peu facile. Non, mais attendez, le cœur du sujet, c'est quand même pas le hasard si les tombereaux de liquidités, on a doublé les masses monétaires et qu'on a vu arriver l'inflation. Il y a eu bien sûr de la pénurie. Mais là, on est d'accord. Mais la pénurie, elle a disparu. Le pétrole, il a un peu remonté là depuis une semaine, mais enfin, il est beaucoup plus bas qu'il n'a été. Les céréales, regardez le cours du blé, même la menace d'embargo, tout a retombé. Il y a le sucre qui est un peu haut. Le cuivre, il est au plus bas. Donc non, aujourd'hui, on voit bien que c'est le résultat de la création monétaire. Bon, en tout cas, là aussi, ce qui est très clair, c'est que suite, notamment à la crise de 2008, au taux d'intérêt négatif, etc., on a eu une très forte inflation immobilière. Et là aussi, je me permets de noter, je pense que c'est une grave erreur d'analyse, c'est que chez mes collègues économistes, et sans parler des directions du budget, etc., l'inflation immobilière, c'est chouette. Tout le monde était content. Mais alors moi, je veux dire, sur l'immobilier, ça fait 20 ans que je crie au secours aussi, parce que je le vis personnellement. Mais je suis désolé. L'inflation des salaires, c'est toujours dramatique. L'inflation immobilière, c'est toujours chouette. On a fait n'importe quoi. On l'a dit souvent d'ailleurs que au contraire, c'était très négatif pour la France et que l'immobilier soit moins cher en Allemagne, c'était très bon. Donc ça, on partage le même avis. Absolument vrai. Sur l'endettement des ménages. Voilà, on partage le même avis. C'était ridicule. Ridicule. Et sur la façon dont l'immobilier est traité par l'INSEE dans le calcul de l'indice des prix à la consommation, justement, où n'est pas traité. Si pour répondre un peu à votre question sur est-ce que les clients se posent la question, etc., là, il faut reconnaître réellement que ça n'est pas qu'une question de taux. C'est pour ça que de dire on va essayer de réguler, parce que le message qui est passé par Bruno Le Maire, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, c'est d'expliquer qu'en fait l'État va favoriser et continuer à pousser ce maintien des taux hauts
pour que les banques prêtent plus cher, pour pouvoir réguler ce prix qui certes est devenu une anomalie parce que les 10 ans qu'on a passés. Je crois pas que Bruno Le Maire ait jamais dit ça, moi. Il y a 2 jours. Mais il a dit qu'il fallait que les taux montent. Non, mais il a sous-entendre. Pensez au taux d'usure. Ouais. Pensez au taux d'usure, le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, déterminé par la Banque de France. Aujourd'hui, si tu discutes, Guillaume, avec Bruno Le Maire, il n'a aucune envie que les taux montent trop, parce qu'il doit d'abord financer là, dette. c'était le sujet de l'immobilier. C'est-à-dire que la Fédération des promoteurs français, quand elle va voir les pouvoirs publics actuels, ressent un sentiment de se dire il faut une correction. On l'appelle comme on veut, une régulation, parce que la situation était trop favorable. Trop favorable, c'est aussi mal que pas favorable du tout. Je veux dire, il y a un juste équilibre. Là, il y a un alignement de planètes, pour répondre à votre question, qui fait que de toute façon, c'est pas que les taux aussi qui sclérosent l'immobilier, qu'ils soient d'investissement ou de logement. Il y a des normes énergétiques qui sont tombées. Comme ça, vous avez quand même énormément de contraintes pour les Français qui, aujourd'hui, ne voient plus l'intérêt d'acheter de l'immobilier. Et ça peut être plus embêtant parce que ça sclérose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va pas faire baisser les prix de l'immobilier parce que les vendeurs vont plus vendre et les acheteurs, ils vont attendre. Et là, ça bougera pas. Ou alors, allez, on perdra quoi ? 3-4% sur des villes comme Paris, mais ça ne changera rien par rapport aux 80, 100, 200% que ça a pris sur les 10 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je vous donne le marché, le terrain, la sensation des gens. Donc, il est évident qu'il faut réguler tout ça parce que emprunter à 20 ans à 1,20, c'était lunaire, même pour la santé propre des banques privées qui prêtaient ça. En termes de refinancement, etc., c'était lunaire. Donc, il faut réguler. Le problème, c'est que je pense que tout ça est allé trop vite sur l'immobilier et le marché immobilier ayant une inertie que n'a pas le marché financier et l'impact d'un taux haut sur l'inflation de consommation, il n'a pas le même impact sur le prix inflationniste de l'immobilier. C'est là où on a fait cette erreur. Ils se sont pris pour Volcker dans les années 70. C'est-à-dire que les hausses des taux, elles sont parties comme des balles. Ça n'a pas suivi derrière. Énorme erreur que Volcker avait fait dans les années 70. Bon, il y a un auditeur qui me dit l'augmentation des taux, ça a bien pour objectif de détruire la demande. Oui. Il a raison. Bon. Mais maintenant, est-ce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment ? Christine Lagarde s'en félicite dans chacune de ses interviews. J'ai remarqué. Et je vous remercie effectivement pour cette passionnante analyse du marché de l'immobilier. Je veux juste rappeler qu'il y a un loup qu'on n'a pas mentionné, qui est comme à la base de tout ça. C'est que si les banques centrales ont fait de l'argent gratuit pendant 10 ans, c'était pour sauver la peau des États à cause des dettes publiques. Et que donc en fait, derrière tout ça, je suis désolé, il y a l'irresponsabilité des États qui ont parfaitement agi en 2008 en sauvant la peau des banques, des économies, etc. Les déficits publics ont explosé, les dettes publiques ont explosé, mais enfin nos pays restent riches. Ce qui s'est passé derrière, tout simplement, c'est qu'il y a eu de la lâcheté politique et que, aussi bien aux États-Unis qu'en France, dans les différents pays de l'Union européenne, rien de sérieux n'a été fait pour stabiliser le niveau des dettes publiques. Et je fais mon mea culpa public. Vous l'avez dit, effectivement, je faisais partie des gens qui pensaient que la Banque Centrale Européenne était piégée par le niveau des dettes publiques en Europe et qu'elle ne pouvait plus augmenter les taux parce que j'avais oublié de prévoir l'invasion de l'Ukraine par l'Union soviétique de Vladimir Poutine. Et donc, effectivement, mais là, effectivement, on est rentré dans un mix ultra dangereux où effectivement tous les signaux vont dans le mauvais sens puisque on l'avait dit, augmentation des taux d'intérêt, augmentation de la pression fiscale de fait, effectivement, augmentation chute de l'immobilier. Là, il y a un enchaînement qui est terrible. Pardon, Nicolas. Guillaume, vous voulez réagir ? Oui. Stéphane, on a 7 minutes. moi, je Après, voudrais- il faut faire un choix entre